Bonjour, bonsoir à tous, c'est Dust. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait assez longtemps, ça fait 2 mois effectivement. On va reprendre la série sur les insectes. Aujourd'hui, on va parler des myriapodes. Donc, je vais essayer de faire ça un petit peu différemment. Je me cherche un petit peu sur le contenu des vidéos. Comparé au bled, c'était assez brut, je trouve. On m'a dit qu'il manquait quelques trucs, des choses comme ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter, donc, dans un premier temps, ce que j'appelais l'acte 1 sur la petite fiche zéro budget DIY de Stonac. On va parler des myriapodes. Qu'est-ce que c'est en généralité? Donc tous les myriapodes sont des arthropodes, vous tout est bien, donc invertébrés, avec un corps allongé. C'est un peu leur spécificité, effectivement. Euh, on confond souvent, pour les gens qui ne sont pas trop dans le milieu, ça avec des vers de terre, alors que ça ne se ressemble pas du tout, objectivement. Je vais vous mettre 2 photos, dites-moi, myriapode, vers de terre. Moi, je trouve que ça se ressemble. Je rigole. Madame va devoir rentrer chez elle un petit peu plus tôt que prévu. Ouais, super. Non, je rigole bien évidemment. Donc, ben, justement, cette tête, elle est assez significative. Tous les myriapodes, en tout cas, ont la même. C'est-à-dire qu'on a d'abord la toute petite paire d'antennes sensorielles qu'on retrouve sur la tête, qui va bouger, qui va capter donc tout simplement les phéromones, les odeurs surtout aussi. Euh, 4 paires de mandibules qui servent à déchiqueter, on va dire, tout ce qui est bois, parce que les myriapodes se nourrissent beaucoup de bois, sauf ben, les chilopodes, on en parlera juste après. Et donc tout simplement 2 paires de mâchoires qui servent de mastic à mastiquer. Donc on peut parler d'un petit peu, ou dire de mâchoire, un petit peu de paires masticatoires justement. Suivi de nombreux segments corporels, c'est ce qui fait un petit peu leur particularité, tous avec 1 ou 2 paires de pattes. L'ordre des myriapodes comprend 2 grandes familles. Les Chilopodes, centipèdes, connus surtout avec Scolopendra gigantea, qui est vraiment assez emblématique, mais c'est aujourd'hui, on ne parlera pas de ça. J'en possède, mais on n'en parlera pas. Je pense que je ferai peut-être une autre vidéo où madame ne sera pas caméraman, parce que bon, il y a beaucoup de risques avec cette espèce, parce qu'elle est venimeuse, tout simplement. Euh, mais aujourd'hui, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est les millipèdes, les mille pattes. Ce nom est très très mensonger, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on dénombre qu'une seule espèce avec 1000 pattes, même plus que 1000 pattes. Cette espèce, parlons-en, elle est très très récente, elle a été découverte en 2021 seulement en Australie, donc à 60 mètres dans les forages. Cette espèce, c'est tout simplement, excusez-moi, Hemilipes perséphone. Perséphone, pourquoi? Référence à mythologie, Perséphone étant la déesse des souterrains. Donc cette espèce, elle possède 1023 pattes. Pour à peu près 188 à 380 segments, il n'y a que 5 individus qui ont été trouvés à cette heure actuelle. Euh, mais attention, on pourrait dire 1023 pattes, c'est vachement grand, ça doit être un bus le bazar. C'est sûrement un métro de Paris. Pas du tout, ça fait que 95 mm, vous imaginez la taille du truc. Donc les segments sont très rapprochés, ils possèdent 4 paires de pattes. C'est tout petit. Et justement, les millipèdes, eux, on va en parler un petit peu plus généralement. Ce sont tous des détritivores en grande majorité. Sauf bien évidemment, euh, beaucoup d'espèces qui pourraient être un petit peu plus carnivores. Mais dans tous les cas, ils sont tous détritivores et sont tous omnivores, on va dire. Les grandes espèces, eux, vivent, on va dire, un petit peu dans la forêt, au-dessus de l'humus. Justement, parlons de ce qu'est l'humus, parce que c'est très important pour ces insectes, parce que c'est leur source principale de nourriture. L'humus, on le retrouve en forêt, ça va être cette terre un petit peu vraiment noirâtre, des fois un petit peu rougeâtre selon les périodes. C'est tout simplement tous les déchets organiques, les feuilles, les fruits, les déjections animales, les champignons qui vont se mêler, vont créer cet humus, qui est une terre assez spéciale des forêts. Les espèces, on va dire, de taille moyenne, eux, vont se retrouver dans cet humus, qui est une terre vachement malléable et vachement aérée. Et pour les toutes petites espèces comme le Perséphone qu'on a vu tout à l'heure, ce petit myriapode, ça va être vraiment dans les souterrains. On voit là 60 mètres, il y a énormément d'espèces de myriapodes. Je vous aurais bien dit le nombre d'espèces, mais le problème c'est qu'on en découvre quasiment toutes les semaines, tous les mois. Donc ça change assez souvent. Donc si ces animaux vous intéressent, je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus, parce qu'il y a vraiment un nombre de panels assez large d'espèces. On peut retrouver un petit peu pour tous les goûts, des toutes petites espèces, des très très grosses espèces. En captivité, l'acte 2, effectivement, on démontre pas mal d'espèces de millipèdes sur le marché. La plus répandue et connue est la fameuse Achypsopterus gigas. Donc c'est vraiment la plus connue, mais on ne la connaît pas trop sur ce nom-là, on va dire. Ça va être tout simplement la youle géante africaine, qui est très très connue, qui est souvent un grand phare chez les myriapodes. C'est souvent celle-là qu'on veut pour commencer, parce qu'elle est très simple déjà. Elle supporte un panel de température assez large, effectivement, parce que tout simplement, elle a 256 pattes, cette espèce, comme preuve que vraiment il n'y a pas beaucoup de mille pattes, il n'y en a vraiment qu'une espèce.
sur de nombreuses espèces qui ont les 1000 pattes justement. On la retrouve, on la dénombre à 54 à 71 segments. Les segments sont très utiles pour, on va dire, essayer de regarder l'espèce que c'est. Les segments sont des indicateurs primordiaux pour l'identification des espèces de millipèdes. Donc pourquoi cette gigasse? Tout simplement parce qu'elle fait de 35 à 39 cm. Vous imaginez le bazar, le record a été fait en Amérique il y a maintenant un petit moment, on va dire 2015, à 40,5 cm exactement. C'était une grosse femelle, les femelles sont souvent plus grosses que les mâles, comme chez beaucoup d'insectes. Surtout, cette espèce, si vous la voulez, je la comprends, j'en ai eu, j'en ai reproduit. Il faut partir sur le fait que c'est une espèce qu'on va garder comparée à beaucoup de nombreux insectes, même s'il y a des insectes qui vivent plus ou moins longtemps, souvent c'est assez court. Là, c'est une espèce qui vit de 7 à 10 ans, c'est quand même conséquent. Dans la nature, cette espèce, elle est africaine, on la retrouve du Mozambique au Kenya, tout simplement. Dans les forêts et les zones côtières, c'est vrai que ça permet sur cette espèce d'avoir des spécimens qui vont venir de prélèvements ou d'une souche vraiment côtière qui vont être un peu plus jaunâtres, un peu plus clairs, de couleur beige. Et ceux qui sont vraiment dans les forêts africaines vont être vraiment très noirs. Mais aujourd'hui, on s'en fout de cette espèce, il y a déjà assez de vidéos sur YouTube qui en parlent. Aujourd'hui, on va parler d'une autre espèce, c'est la Spirostretus serviatus. Excusez-moi si j'ai l'air un petit peu. Avec le nom vernaculaire qui est tout simplement You la tête de feu, ce n'est pas un Pokémon, elle va pas nous cracher du feu dessus, c'est pas Dragon Feu, tout simplement, Dragon Feu pour les vrais puristes, rien à voir. Moi justement cette espèce en fait je l'ai tout simplement reconnue on va dire au fil du temps parce que j'ai eu la petite femelle que moi j'ai en bas qu'on ira voir après, tout simplement, qui était, on me l'a vendue comme Yule géante, la couleur me disait oh c'est plutôt clair, bon c'est pas mal. Mais avec les croissances, on va dire que la tête a commencé à se démarquer beaucoup plus que le corps. Je me suis dit, c'est sûrement l'espèce qu'on s'est trompé, donc j'ai fait une bête d'affaires. Je sais plus combien on l'a payé, 11 euros je crois. Ouais, 11 ou... 11 euros, donc c'est une Ouais. Yule qu'on trouve à 20, 25 euros habituellement. Donc j'ai fait une affaire derrière mon malheur. Donc c'est une espèce qui est un peu plus petite, mais qui va atteindre quand même 26 cm pour une grosse femelle. On dénombre de 71 à 73 segments sur cette espèce pour 292 pattes, encore moins que la gigasse qu'on a vue avant. Donc c'est une espèce qui vient d'Afrique centrale et occidentale, on la retrouve un petit peu plus, mais il y a beaucoup moins d'éleveurs de cette espèce. Mais je pense qu'au lieu d'en parler, pourquoi pas aller la voir et que je vous explique un petit peu en captivité comment les maintenir, tout simplement. Allons voir ça tout de suite, non? Oui. C'est parti. On est descendu, donc troisième partie de la vidéo. Donc vous pouvez voir que le meuble a pas mal changé comparé à la dernière vidéo. Plus d'insectes, moins de plantes, on va dire. Donc le terrarium est juste là. Donc moi, comment je chauffe? J'ai pas mis de point de chauffe exactement comme c'est des espèces qui aiment bien les variantes de température. Bah, en fait, je chauffe avec mon chauffage, tout simplement électrique, qui va chauffer, qui va garder en pointe dedans. Aux dernières mesures que j'ai fait, on est aux alentours de 23 degrés, ce qui est déjà pas mal. Le verre retient, donc tout simplement, et l'humus aussi libère beaucoup de chaleur arrivé au soir. Je vais vous sortir le terrarium, tout simplement, qui est juste là, et je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dedans. Bon, voilà le terrarium, donc là, elle est logée dans un 30-30-30. On va voir si elle pousse assez vite, on va passer dans une boîte plus grande, bien évidemment. J'aime bien tenir cette espèce en terrarium, je sais pas pourquoi, pourtant c'est vrai que c'est un truc qui s'enfouit beaucoup. Donc on peut voir tout simplement qu'il y a plusieurs trucs, hein, tout simplement. Grosse couche de substrat, je pourrais mettre plus, mais je ne peux pas, les aérations sont là, elles sont bouchées avec du scotch. J'ai tout simplement laissé un petit peu d'aération, parce que le but c'est de garder un maximum d'humidité et de chaleur. Donc là on va dire qu'il y a 5 à 6 cm d'humus forestier. On va regarder un petit peu ce qui se passe dedans, un petit peu plus on va dire. Puis je vais vous montrer la bête tout simplement. On est parti, on va faire un plan au-dessus justement. Arme de myriapode, donc on peut y voir de la feuille morte, de l'humus en dessous. On a un petit côté ici tout simplement de sphaigne qui garde un petit côté d'humidité. Moi je lui ai fait une petite cache, elle a été faire ses tunnels en dessous. Donc aussi très important pour les myriapodes, là on peut le voir, il faut que je le change. Un os de sèche, il leur faut une source de calcium. Il est juste là, je l'ai déjà vu un petit peu gratouiller dessus. On va dire que ce que je lui apporte en nourriture est suffisante. Les myriapodes vont tout simplement donc manger des pommes, des fruits et légumes, mais à côté on peut leur complémenter. Moi j'aime bien ça, on va dire, mais c'est pour les plus petits individus. Là je n'en donne pas trop parce que c'est trop petit. Shrimp King Baby, donc c'est une nourriture de base pour crevettes. Bon bah elle en a eu, hein, elle le mangera tout simplement. Vous pouvez voir c'est assez fin quand même, comme poudre. Je vais un petit peu vous montrer, c'est vraiment très fin comme poudre. Ça c'est très bien pour les petits, et ça si vous avez un début d'élevage du cloporte avec des bébés, ça c'est le top. Ensuite moi je me base, je vais ouvrir mes boîtes, hein, excusez-moi, je n'ai pas du tout préparé les boîtes pour le coup.
Hop là. Donc moi j'ai une base aussi de paillettes pour poisson, mais j'utilise ça un petit peu pour toutes les espèces. Donc c'est de la paillette pour poisson classique. Là on a quelque chose qui est enrichi en farine de poisson, très riche en protéines et en carotène. Je sélectionne cette nourriture. Là on est plus sur un aliment très très végétalisé. On le voit, hein, tout simplement, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Ça a tendance à pourrir un petit peu plus vite, donc soyez assez vigilants là-dessus. Parcimonie, si vous n'êtes pas sûr de savoir vraiment doser là-dessus, bah, mettez une petite coupelle ou un petit truc comme ça. Et ensuite, tout simplement, je donne aussi à mes insectes ce genre de nourriture. Vous pouvez en avoir deux, donc un de la même variété juste ici, qu'on va faire remonter, et ici aussi. C'est des Jelly Belly. Qu'est-ce que c'est? C'est de la gélatine, on va dire, enrichie en calcium, en tout cas sur cette marque, et d'un certain goût. Donc là, je crois que c'est, si je dis pas de conneries, mangue ou une connerie comme ça. Là-bas, vous doutez bien que c'est fraise vu la couleur. Vous pouvez le manger, c'est dit que les humains peuvent le manger. Ayant déjà testé, c'est pas foufou, on va dire, mais eux, en tout cas, s'éclatent bien. On va tout simplement vous présenter cette espèce, donc qui est bien sûr le mille-pattes à tête de feu, hein, appelons-la comme ça. Elle est sûrement dans sa cache, mais encore, on la voit pas beaucoup. Hein. Je vais pas bouger cette racine, mais hop, on est parti là-dessus. Donc là, on voit que c'est un plus petit spécimen. Elle n'est pas encore très grande, c'est une petite femelle. On va attendre qu'elle se réveille, on va la titiller un petit peu. Elle n'est pas trop timide. Là, il y a un petit peu trop de lumière. Hein. Ces espèces qui sont ligifuges, je ne sais plus comment on dit, mais qui n'aiment pas tout simplement la lumière. C'est pour ça qu'on n'a pas mis le flash du téléphone. Donc voilà, là je vais vous rapprocher un petit peu. Donc vous voyez bien vraiment la tête qui s'est colorée beaucoup plus claire que le corps, mais c'est venu encore un petit peu après. C'est un animal là qui est encore juvénile. Hein. On rappelle que quand même, on va dire que sa maturité sexuelle arrive à 2 ans sur cette espèce. Donc elle est encore bébé, hein, ça fait quelques mois qu'on l'a, et encore pas énormément de mois. Donc elle va grandir, on peut voir que son corps, les segments, les fameux segments que je vous parlais, qui sont visibles, ces fameuses pattes, on va essayer de montrer sa petite tête, même si elle ne va pas être trop d'accord sur la petite tête. On voit les deux paires sensorielles, on voit qu'elle touche. C'est un animal qui est quand même assez habile, on va dire, qui grimpe assez bien, donc on peut lui proposer un petit peu de verticalité. Sur cette espèce, pas tellement, parce que cette espèce, justement, bah, elle est... hop, et là, on va lui donner un deuxième support, c'est très important. Aussi, désinfectez-vous les mains à chaque début, on va dire, de manipulation. Moi, je l'ai fait au préalable avant la partie 1. Mais là, donc c'est une petite femelle qui est assez sympa, qui est pas trop timide. On la voit pas trop, on va dire qu'elle sort que quand elle a besoin de se nourrir. Après, elle se nourrit bien sûr du liège que je mets. Le terrarium, je compte le faire tous les 6 à 7 mois. C'est important de laisser un petit peu de décomposition des feuilles et tout. C'est un petit peu leur environnement. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'assez, on va dire, assez prophylactiquement neutre, parce que ben, c'est pas le but. Ça, on rappelle que c'est un détritivore omnivore. On pourrait lui rajouter des sources de viande, par exemple. Oup, et là. Donc on voit qu'elle est très sensible au niveau de la tête. Hein. Dès qu'on approche, tout simplement, on sent qu'elle nous sent. Il y a 2 petits yeux noirs, je ne sais pas si on voit. C'est une espèce qui ne voit pas grand-chose, mais qui est très sensible à la lumière. Mais voilà, donc la sensation des myriapodes une fois sur les mains, c'est très agréable. Donc vous pouvez voir déjà qu'elle n'est pas trop stressée à la manipulation. Après, on ne la manipule pas tellement non plus. On la sort quoi, tous les 2-3 semaines pour voir si tout va bien. Ouais. C'est ça, parce que ben, en fait, les myriapodes ont tendance à vous chier sur les mains. Une substance qui pue sa mère et qui tâche surtout. Si c'est sur vos vêtements, bah, vous pouvez espérer que vous avez un très bon détachant. Si c'est sur les mains, si vous n'allez pas vous laver tout de suite et que vous attendez que ça sèche tout simplement, ça va rester marqué pendant quelques jours. Elle le fait pas, elle est très cool, très nice. Elle est en bon point, on peut voir que le corps est assez légiligne. Donc la tête est toujours plus petite, mais là on voit que le corps est très bon. On va la laisser un petit peu hop, dans son environnement. Vous allez voir un petit peu... la voir un petit peu progresser. Elle va sûrement aller se remettre directement dans sa cachette, il y a de la lumière. On va laisser y retourner avant que je remette le bout de liège qui lui sert de grotte. Hop, alors on va lui remettre. Comme ça, elle va pouvoir vraiment se mettre en boule. Je n'arrive jamais à remettre cette branche de liège. Je pense qu'elle est maudite comme il faut. Donc voilà. Tout simplement aussi, donc les myriapodes sur cette espèce, moi je mets toujours un côté beaucoup plus sec, même si ça reste assez humide. Hein, et un côté très humide avec la sphène. Donc j'avais déjà pulvérisé avant, mais je vous montre. C'est important, c'est une espèce qui va tout simplement aimer cette humidité, qui va l'aider tout simplement aussi dans son exuvie, ou mue, ça dépend ce que vous voulez dire. Donc moi, elle vient très régulièrement, moi ce que j'ai pu voir, dans la sphène, s'hydrater. Donc c'est assez bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'ai des infos à vous rajouter?
C'est une espèce assez calme, c'est une espèce assez timide en tout cas sur celle-là, beaucoup plus que la gigasse en tout cas. Donc vous pouvez voir qu'elle est vraiment petite, elle va faire 26 cm adulte. Donc on attend un petit peu que ça pousse, ça prend du temps, une espèce qui vit 6 ans, donc c'est un des insectes qui pousse le plus lentement possible. On peut tout simplement, soit en terrarium aussi, on en parle, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui les mettent dans des boîtes en plastique action. Euh, Moi, je sais pas pourquoi je maintiens cette espèce dans un terrarium, parce que je préfère. Pourtant, je suis un grand fan des fonds en plastique, madame, enfin des boîtes en plastique, pardon. Madame peut le dire, surtout celle d'Action. On remercie Action, hein. On est des clients fidèles, on va dire, tout simplement. Donc voilà, c'était tout simplement un petit peu comment les maintenir. Donc c'est vraiment assez basique, hein. C'est de l'insecte, il n'y a rien de compliqué. Une température ambiante qui est quand même très importante. Moi, le seul point faible, c'est que mon côté humide est tout le temps du côté chaud, donc il s'assèche assez rapidement. Mais oui, on arrive à maintenir une température, on va dire, avec la décomposition des feuilles. Euh, L'humus qui garde beaucoup de chaleur, c'est ce que je disais. On est autour de 23, 24 degrés, 25 degrés quand il fait chaud dans le truc et elle s'y plaît tout simplement. Après, chaque espèce a un maintien assez différent sur les millipèdes, mais souvent on parle de. Il y a des espèces qui peuvent tenir à 20 degrés, donc c'est assez simple. Là, c'est une espèce qui demande un petit peu plus de chaleur, mais voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On va rester sur ce plan-là. J'ai pas trop envie de me remontrer ce coup-ci. Allez, remonte-moi. On va faire le petit final comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu répondre à quelques interrogations. Si vous avez d'autres questions, tout simplement n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Prochaine vidéo, ça sera sur ces boîtes-là. Madame connaît bien la première boîte surtout. Et oui. Parce que j'ai changé les variétés. Il y a ma variété en bas, celle en haut, et il y a aussi une autre boîte. On va parler des cloportes, gros phénomène de mode. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis dedans, ça fait longtemps que je m'intéresse, mais pas très longtemps que j'ai passé le pas. Je venais à dire aussi les millipèdes, les cloportes. Je vais faire un petit aparté. On peut, donc j'ai lancé un élevage en haut de colombole, tout simplement. Il est conseillé, vivement conseillé si vous en avez, de tout simplement essayer de faire une bioactivité, même si ça ne marche pas que avec ça, mais vous pouvez essayer au moins de mettre que des colomboles. La bioactivité, c'est assez large. Normalement, il faut beaucoup de trucs, il faut attendre le cycle de l'azote ou des choses comme ça. Mais vous pouvez tout simplement mettre avec vos millipèdes pour éviter de la nourriture qui pourrit. Des colomboles, c'est prévu que ça va être fait. Donc pour les cloportes, mais aussi pour notre chère Geneviève, de son prénom. C'est vrai qu'on a oublié de le dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils, comme d'habitude, vous abonner, partager la vidéo si elle vous a plu. On essaye, on expérimente des choses. Vous avez vu le plan d'avant où je parle un petit peu plus en général de cette espèce. J'espère que vous passerez une bonne journée, une bonne nuit. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.